Professeur Didier Raoult, qu'en est-il de l'épidémie de monkeypox ? Depuis que j'en ai parlé la dernière fois, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Pour l'instant, ça se présente, d'ailleurs avec un peu la même épidémiologie que ce que moi j'avais vu il y a bien longtemps avec l'épidémie du sida. C'est la première épidémie de maladies infectieuses que j'ai vue, le sida, expérimenté, puisque j'étais vraiment au premier rang à Marseille à cette époque-là, qu'on recevait tous les patients qui étaient détectés positifs au centre de transfusion sanguine. On avait essayé le plus rapidement possible d'avoir des tests quand les tests français n'étaient pas disponibles. Et mon patron m'avait donné la charge de la première unité de soins pour les patients qui avaient un sida ou qui étaient séropositifs à l'époque à l'hôpital Houphouët-Boigny. Donc j'ai une grande expérience de ça, de la terreur que la contagiosité inspirait. C'était terrible. On n'arrivait pas à avoir de radio du thorax, même des analyses d'urine, parce que les gens étaient terrifiés par la contagion. Donc une perception très claire de ce qu'est la peur de la contagion, qui est probablement aussi vieille que l'homme. Et la deuxième chose, c'était qu'il fallait surtout pas dire qu'il y avait des populations à risque pour pas les stigmatiser. Et donc, ce faisant, moi, je n'étais pas du côté des gens qui voulaient pas dire la réalité. J'étais plutôt du côté de ceux qui étaient peut-être un peu agressifs, les gens d'ACT UP, qui, au contraire, concentraient leur discours sur les gens à risque, de manière à les protéger de l'infection plutôt que de la mauvaise réputation. Je continue à penser que ce qui est le plus important, c'est la vie et la maladie, et pas la mauvaise réputation. D'ailleurs, je n'ai que faire. Et donc, pour le monkeypox, actuellement, on est un peu dans la même situation. C'est l'Afrique. Et donc, on peut attraper le monkeypox en Afrique par des mécanismes qui sont pas toujours bien identifiés. Je rappelle, c'est une zoonose, donc c'est une maladie qu'on contracte auprès des animaux. Il est probable que le réservoir le plus important, ce sont des rongeurs, parfois au contact des singes, mais c'est rare qu'on ait contact des singes. Le contact direct avec les singes, c'est un peu dangereux. Peut-être en les mangeant, mais enfin, c'est rare que les gens en Europe ou aux États-Unis aillent manger les singes. Donc, il y a quelques cas importés, probablement liés à ça. On sait que la petite épidémie qui a eu lieu aux États-Unis, c'était des rongeurs africains qui avaient été importés dans une animalerie qui avait infecté les chiens de prairie qui, eux, étaient des animaux familiers et que les gens touchaient. Donc, on a attrapé ça comme ça aux États-Unis, puis cette épidémie s'est arrêtée. Parce qu'encore une fois, c'était une zoonose. Et là, l'autre source de cette épidémie, c'est c'est apparemment beaucoup d'hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Et comme il y a eu, bien entendu, le risque relatif des maladies sexuellement transmises est un risque qui est dépendant du nombre de partenaires. Voilà. Donc, plus vous avez de partenaires, plus vous êtes exposé, c'est arithmétique. Voilà. Donc, il faut faire attention. C'est une saison qui prête à ça, les rave parties, les différentes prides, il faut faire attention. Moi, je préfère avertir les gens qui ont un risque en disant, faites attention, il y a un risque d'attraper ça. Il apparaît que pour l'instant, la forme que nous avons présente des localisations essentiellement génitales et anales. Donc, c'est un signe d'appel pour lequel les gens doivent aller se faire tester. Et puis, il faut faire attention, bien entendu, si quelqu'un est positif, à prévenir l'entourage des gens qui sont à risque, qui sont ceux qui ont des rapports extrêmement proches, qui sont des contacts. C'est pas, ça, pour l'instant, à ce stade, c'est pas une maladie qui vole dans l'air, qu'on attrape comme la grippe. Donc, voilà, donc c'est ça. C'est bien que les gens qui auraient éventuellement ce type de risque, de multiplier les partenaires sexuels, prennent des précautions particulières, et soient prudents, parce que en ce moment, il y a cette maladie qui circule, dont on ne connaît pas le devenir, même si pour l'instant et actuellement, on n'est pas très affolé par la gravité des cas qui ont été rapportés. Voilà. Ce qu'elle deviendra, on verra bien, j'en sais rien, mais pour l'instant, c'est les gens. Dans ce que l'on a comme données, on a des données, si on regarde un peu précisément, on a à peu près 400 cas qui ont été rapportés dans la littérature.
Il y a à l'intérieur de ça 3 femmes seulement, 2 sont allées en Afrique et la 3e est allée dans un endroit festif et est retournée dans son pays, en Tchéquie. Donc, et tous les autres sont des hommes. Donc il y a ce qu'on appelle un sex ratio, c'est le nombre d'hommes sur le nombre de femmes qui est qui est de l'ordre de 99% pour les hommes. Donc c'est les hommes qui risquent le plus dans la situation actuelle. Demain sera un autre jour. Dans la situation actuelle et qui ont eu, pour ceux chez qui on a réussi à avoir le plus d'informations, des rapports sexuels avec d'autres hommes. Voilà, c'est ce que l'on sait actuellement, en particulier dans des sites groupés. On sait qu'il y a eu un sauna à Madrid, il y a une rave party dans les Canaries. On sait que c'est là les foyers d'où les choses sont parties, se sont répandues. Il est bien possible, l'OMS dit ça, je pense que c'est vraiment une question à évaluer, que sous une forme non diagnostiquée, parce que les gens n'avaient pas les moyens diagnostiques. Nous, on avait préparé un témoin positif il y a 20 ans, à l'époque du bioterrorisme, donc on a un plasmide qui est à disposition de ceux qui en ont besoin, avec les séquences du virus qui permettent de faire une PCR. Donc on a commencé tout de suite à faire les PCR, il n'y a pas de problème. Les PCR, là non plus, c'est pas un truc magique, et on a publié ça il y a bien longtemps, on a publié ça il y a plus de 15 ans. On a les outils pour faire le diagnostic de ça, parce qu'on était un peu prévoyant dans le cadre du bioterrorisme. Donc on peut en faire le diagnostic. Ça sera très intéressant de voir dans les collections antérieures, de voir si ce virus circulait sans qu'on le sache parmi les maladies sexuellement transmises. Je crois que c'est un point très important, parce qu'il est bien possible qu'il y ait eu des cas déjà importés, qu'il y ait même eu des petites épidémies comme ça qui n'aient pas été rapportées, simplement parce qu'on ne les cherchait pas et qu'on identifie les choses que quand on sait qu'elles existent. Voilà. Où en êtes-vous vis-à-vis du harcèlement dont vous êtes l'objet ? Oui, ça continue, ça s'arrêtera bien un moment, parce que quand même, à un moment, je vais plus diriger l'IHU, ce moment se rapproche. Mais les gens qui quand je pense qu'on me traite de complotiste, au contraire, je suis à peu près dépourvu j'ai eu dans ma vie une telle confiance en moi que je suis dépourvu de méfiance. On devient paranoïaque quand on échoue. Comme ça n'a pas tellement été le cas chez moi, je n'ai pas de raison de devenir paranoïaque. Je pense que la vie est comme elle est, il y a des gens qui sont hostiles, des gens qui sont favorables. Je vous rassure, il y a énormément de gens qui ont été incroyablement favorables. Le nombre de cadeaux, de remerciements, de marques d'affection que j'ai reçues est colossal. Mais il y a aussi des gens qui me détestent pour de multiples raisons. L'une étant de dire qu'il y a des gens qui ont le droit de dire et que la contradiction est interdite, que la contradiction fait partie des gens qui sont soit complotistes, soit sceptiques, ce qui n'est pas faux. Moi, je suis sceptique par nature, je suis un scientifique, un vrai, pas un scientifique de théâtre. Ma plus grande joie, c'est quand je démontre quelque chose que tout le monde croyait vrai n'est pas vrai. Donc c'est ce qui m'a amusé pendant toute ma vie, je ne vais pas changer. Mais effectivement, ça peut irriter à un point considérable. Et donc, vous savez que j'ai sur le dos, et moi ça ne me gêne pas trop, mais mes collaborateurs aussi, une mission qui a comporté jusqu'à 8 personnes à la fois, avec une lettre. Je ne pouvais même pas penser que des ministres écriraient une lettre comme ça, vous allez voir, qui porte le jugement, sans présomption d'innocence, sans rien du tout, un jugement basé sur un truc publié dans Mediapart sur la tuberculose, où on dit on laisse sous-entendre que la direction de l'assistance publique confirme ces données-là, et à propos de traitement de la tuberculose. Alors, les gens sont venus, ils étaient les poings tout fermés, moi aussi d'ailleurs, j'ai pas l'habitude d'avoir peur des gens qui viennent me faire des investigations, parce que je n'ai pas le sentiment de faire des choses qui soient illégales. Et donc très rapidement, ils sont repartis en nous disant qu'ils n'avaient rien trouvé de ce point de vue-là, mais qu'ils avaient 2 éléments qu'ils voulaient regarder d'un peu plus près. Très bien, j'ai toujours pas reçu de courrier me disant on s'est trompé. Donc j'ai poursuivi Mediapart pour diffamation, c'est diffamatoire. Je ne sais pas ce que je ferai vis-à-vis de ces ministres, parce que ces courriers sont des courriers qui sont diffamatoires, et sont des courriers qui montrent l'utilisation des moyens de l'État pour harceler des gens quand ils ne sont pas d'accord avec vous. Et moi, je pense que c'est mon devoir, même si ça m'ennuie, de montrer qu'il y a une limite. On ne vit pas dans une dictature, on ne peut pas utiliser tous les moyens d'État
parce que les gens ne sont pas d'accord avec vous pour les harceler. Il faut que ça s'arrête à un moment. Donc je vous le dis, maintenant on doit être à 800 heures de gaspiller pour quelque chose dont on sait qu'il n'y a rien. Dedans, on doit être à, je sais pas, 180 mails. On a dû transmettre 3000 dossiers par Internet. 3000, heureusement que je ne pas envoyer par papier, c'est une forêt entière qu'on doit envoyer. Ça correspond peut-être à 30 000 feuilles de papier. Ils n'arrivent même pas à les lire en réalité, c'est juste pour nous harceler, puisqu'ils nous demandent 2 fois, 3 fois la même chose. D'accord ? Donc c'est du vrai harcèlement en bande qui est organisé par l'État. C'est terrible parce que moi j'avais une grande naïveté de croire que toutes ces institutions d'État, dont certaines datent de la monarchie, étaient là pour réguler les choses et pas pour devenir des outils. J'avais été très choqué, j'avais reçu la Cour des comptes par exemple, qui faisait une enquête sur les maladies infectieuses. Ils sont venus ici, je leur ai transmis toute une quantité de documents. Mais vous savez, la Cour des comptes, quand elle fait un rapport, doit être contradictoire. C'est-à-dire, on doit vous envoyer les papiers pour que vous répondiez. C'est ce qui va se passer là aussi avec ces réunions. Après, ils tiennent compte ou ils ne tiennent pas compte de ce que vous dites, mais ça devient public. Et donc là, purement et simplement, alors que la dame qui menait cette commission était partie en disant « Écoutez, vous savez, si je suis malade, c'est ici que je vais être soigné », elle avait raison. Honnêtement, c'est une digression. Les pompiers sont venus voir pour nous donner l'autorisation d'usage. Au bout d'une demi-journée, ils ont dit « Écoutez, c'est pas la peine qu'on passe 2 jours, c'est parfait. Vous avez un entretien des locaux qui est parfait, il n'y a aucun problème. » Ils sont allés juste de l'autre côté de la Timone, ils ont passé 48 heures, ils n'ont pas donné l'autorisation d'utilisation dans l'état dans lequel est la Timone. Donc c'est intéressant quand même. Vous voyez, quand il y a des gens qui n'ont pas de malveillance, de voir comment les choses se passent simplement. Il suffit de venir ici puis de traverser la cour pour voir la différence de qualité. Et tout est dans tout. Vous savez, si les choses ne sont pas propres, ne sont pas organisées, sont pas, vous savez, tout est dans tout. C'est pas vrai qu'on peut faire les choses correctement. Donc c'est très intéressant. Ils ont trouvé 2 choses qui nous reprochaient. Ces 2 choses qui nous ont reprochées ont été immédiatement mis dans la réponse, de manière très agressive. On a répondu de manière très polie, parce qu'on est plutôt poli, qu'il n'y avait pas de problème. Et ces 2, parmi les 3 choses qui ont fini par nous être reprochées, il y en avait 2 sur lesquelles on avait un comité d'éthique qui avait été signé par notre doyen, donc on a renvoyé ça, et puis il y en avait une qui avait été considérée après que nos collègues parisiens aient publié comme étant une étude observationnelle. Et donc, il ne nous paraissait pas poser plus de problème que les 2 publications qui ont été faites par nos collègues parisiens. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de faire ce que nos collègues parisiens font, en plus avec des collègues parisiens qui sont tous dans les 2 ministères. Donc tout ça, il y a tellement 2 poids, 2 mesures qu'on est en plein La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable. Vous voyez, on vous traite différemment. Donc, je pense que le président devrait réfléchir à une remise en place des choses. Je ne suis pas naïf au point de penser que toutes ces grandes inspections n'ont pas des liens avec ceux qui sont les donneurs d'ordre, mais là, à ce point, c'est une chose qui met en péril le fonctionnement de la République. S'il n'y a pas de contre-pouvoir pour remettre les choses et qu'on peut utiliser les gens qui régulent, et théoriquement sont des sages, qui régulent le fonctionnement, et si on peut les utiliser comme la partie d'une arme pour empêcher les gens de s'exprimer, on vit une situation qui est une situation critique, sur laquelle je pense qu'il faut être très attentif. Et ça s'est arrêté là? Non, la NSM s'est empressée de publier que pour la tuberculose, il n'y a rien trouvé, mais on continuera à regarder, ils peuvent continuer à regarder tant qu'ils veulent, mais en nous reprochant ces 3 choses. Instantanément, quelqu'un de bienveillant, de la petite bande des comploteurs, là, a envoyé ça aux journaux qui ont publié ces articles, qui nous ont envoyé, qui font partie du groupe Elsevier, qui nous ont envoyé une lettre comminatoire en nous disant qu'on n'avait pas, ils étaient très inquiets sur le plan de l'éthique et qu'on n'avait pas les autorisations d'éthique et qu'ils attendaient nos documents pour pouvoir signer par le doyen ou président de l'université. Très bien. On a retrouvé les 2
document du comité d'éthique signé par le doyen à l'époque où on avait fait les études. Donc on a renvoyé. J'attends qu'il nous renvoie quelque chose. Très bien, on attendait ça avec sérénité. Et là, on a reçu un mail de la Société américaine de microbiologie qui nous dit l'université, ce qui n'est pas le cas, puisque j'ai appelé le président de l'université qui m'a dit mais je ne sais pas de quoi il parle, nous a prévenu qu'il y avait une enquête sur vous, sur Scientific Misconduct, et donc vous ne pouvez plus publier à l'ASM. Vous voyez, donc je ne veux pas être complotiste, mais vous voyez, Mediapart, avec l'aide de certaines personnes ici du CHU, publie des documents qu'ils traduisent des documents qui sont obtenus de manière tout à fait illégale d'ailleurs. Pour l'arrêter, on n'a pas le droit de piquer les dossiers des malades. C'est pas vrai, on n'a pas le droit de faire ça, c'est honteux. Ça veut dire que plus personne n'a est en sécurité concernant des informations le concernant. On ne peut pas faire ça. Pour lequel il était hospitalisé. Enfin, c'est ignoble de faire ça. Les gens qui ont fait ça, qui sont médecins, je pense qu'ils devraient avoir honte jusqu'à leur mort de ça. C'est une chose qu'on ne fait pas. Quelles que soient les opinions qu'on a, on ne fait pas de choses pareilles. Ça ressemble à Kessler, le zéro et l'infini, c'est-à-dire on est prêt à tout trahir pour la cause que l'on croit bonne. Il ne faut pas le faire. Il faut rester humain d'abord. Et puis la deuxième chose, c'est à partir de ça, le ministre se saisit en lisant, il devait lire Mediapart tous les jours, là, M. Véran. Alors, il dit je savais que c'était un salopard, ce Didier Raoult, et donc il envoie une lettre comminatoire à des gens qui lui obéissent d'une manière étonnante, parce que ces gens ne risquent plus rien, ils sont inspecteurs, ils sont au sommet de leur hiérarchie, ils ne peuvent rien devenir d'autre, qu'est-ce qui les oblige à obéir, vous voyez ? C'est comme ça, mais c'est, vous savez, comme les cadres, comme Papon pendant la guerre, ils obéissaient. Ouais, les gens obéissent, après les gens, ça les ennuie que je dise, vous savez, regardez, les cadres au plus haut niveau peuvent obéir à n'importe quoi, à condition qu'on leur demande. Vous savez, c'est les expériences psychologiques qui ont montré ça, c'est comme ça, c'est les humains. Ils risquent rien. Pourquoi est-ce qu'ils obéissent à des choses pareilles une fois qu'ils savent que c'est pas vrai? C'est quelque chose qui est troublant. Alors, je ne sais pas sur qui on peut compter. Alors, vous voyez, quand les gens sont au-delà de tout risque professionnel, pourquoi ils ont peur, hein? Mais toujours est-il que, bien que ce soit pas vrai, ils envoient une lettre qui est réexploitée par les mêmes Mediapart, qui ressuscite des vocations chez mes petits harceleurs, qui sont ni médecins, ni scientifiques, ni rien du tout, mais qui communiquent ça toujours sur PubPeer, qui est le réceptacle de la diffamation et de la délation. Après, vous ne voulez pas comparer ça à 40, c'est que vous ne savez pas de quoi vous parlez, hein, c'est la même chose. Et après, ils envoient ça aux journaux en disant, regardez, Didier Raoult et sa bande, c'est que des voyous, ils publient des choses qui sont vraiment des scientifiques misconduits. On n'a pas retrouvé le papier où le comité d'éthique a donné son avis favorable. Vous vous rendez compte, ça c'est scientifique misconduct, parce que et ils vont chercher les papiers qu'en plusieurs années. Vous voyez, heureusement qu'on est méfiant, qu'on stocke tout, qu'on finit par tout retrouver. Mais des fois, il faut fouiller pendant des semaines pour retrouver les papiers qui ont été publiés il y a 5, 6, 7 ans. Vous vous rendez compte ? Moi, je dis à mes collègues scientifiques, je ne sais pas s'il faut devenir complètement méfiant à ce point, c'est-à-dire de garder tous les documents pendant 10 ans, de qui a signé quoi, qui a fait quoi. Déjà, il y a le seul papier dans lequel j'étais qui a été rétracté de ma vie, c'était un papier pour lequel moi j'étais un donneur d'idées, j'étais ni le responsable du truc, mais le postdoc qui avait fait ça, 5 ans avant, il n'avait plus ses cahiers de paillasse. Il les avait plus, et donc on n'a pas retrouvé les documents qui permettaient de dire oui c'est ça, et donc le papier a été rétracté, qui était un papier qui montrait la spécialité de Madame Bic, là, qui est de vérifier si les gels sont exactement comparables, et parfois, en pratique, elle a des outils très rustiques, nous on a montré ça dans les choses qu'elle faisait. Si vous avez des outils un peu plus sophistiqués, vous voyez bien que c'est pas la même chose, c'est pas des choses dupliquées, c'est que ça se ressemble beaucoup. Que vous ne pouvez pas, juste parce que vous avez votre outil là, qui vous dit « Regardez, c'est pareil », vous ne pouvez pas conclure ça, il faut le regarder un peu dans le détail. Mais si vous n'avez plus les éléments qui permettent de comparer, de dire « Non, c'est pas vrai, ça y est, rentrer dans le détail », on utilise des microscopes pour faire ça, pour dire « Vous voyez bien que c'est pas pareil, dans le détail, c'est pas vrai ».
Et vous n'êtes plus capable de le faire. Et donc, vous voyez comment on peut... Après, je ne veux pas être complotiste, mais quand même, là, vous voyez, ça va de ici, ça part avec des gens qui ne vous aiment pas, ça part à Mediapart, à qui on dit, vous savez, ça c'est des essais illégaux, et puis ensuite ça va au ministre, qui envoie une lettre combinatoire, qui dit, on va vous inspecter, vous allez voir ce que vous allez voir, et puis ensuite, ça passe à 3 missions, et ensuite, quand ils ne le trouvent pas, ils trouvent quelque chose en disant, mais là, vous n'avez pas l'accord du comité d'éthique. Alors déjà, on n'est plus dans les essais illégaux. Il faut dire que les essais en question, on ne les a pas faits, alors que là, au contraire, on avait 2 fois l'autorisation du comité de protection des personnes, et c'est l'ANSM qui a décidé qu'il ne fallait pas le faire, en réalité, parce qu'il y avait un autre essai en cours avec une molécule neuve qui rapporterait de l'argent et qui d'ailleurs s'est avéré donner des accidents iatrogènes extrêmement sévères. Donc, tout ça amène petit à petit à nous nuire. Alors bon, ça ne m'empêche pas de vivre, mais globalement, j'espère que ceci servira à l'avenir pour allumer les contre-feux nécessaires à maintenir la possibilité de ne pas être d'accord. Parce que vous savez, quand on n'a pas la possibilité de ne pas être d'accord, on tombe dans la dictature.